Dans les rapports officiels, on les a décrits comme l'outil chirurgical parfait, créé pour une mission rapide de 3 mois. Mais, en réalité, ils avaient été conçus comme une arme à usage unique. Leur véritable mission n'était pas de vaincre. Leur mission était de se consumer jusqu'à la dernière cendre en exécutant un ordre. Dans ce film, nous allons montrer comment le commandement a transformé, pas à pas, 3000 des meilleurs volontaires américains en morts vivants pour les jeter froidement à la mort une fois l'objectif atteint. C'est l'histoire d'un exploit militaire qui a tourné à la trahison. De toute l'unité, il ne restait que 130 hommes, mais même eux, on n'avait pas l'intention de les ramener à la maison. Ils avaient pris l'aérodrome. Ils avaient accompli la mission qui semblait impossible. Le contrat, conclu 3 mois plus tôt en échange de leur vie, avait été rempli. Maintenant, ils attendaient l'évacuation. Ils attendaient les avions qui les arracheraient à cet enfer de verdure. Mais à la place des avions, un ordre est arrivé. Il est arrivé par radio. Une voix sèche et sans âme, provenant du quartier général du général Joseph Vinegar Joe Stilwell. L'ordre était bref, et c'était une condamnation à mort. Prendre la ville de Myitkyina. Le colonel Charles Hunter, en écoutant les grésillements dans ses écouteurs, sentit un froid glacial l'envahir. La ville, prendre d'assaut une ville fortifiée? Ces hommes sont des cadavres ambulants. Ils n'ont ni la force ni l'armement lourd pour des combats de rue. C'est de la folie. C'est un massacre. Il regarda ses soldats, dormant pêle-mêle sur la piste d'atterrissage, et il comprit. Il nous a trahis. Pour le général Stilwell, assis dans son QG à des centaines de kilomètres de là, tout était extrêmement simple. L'objectif est proche. Je ne peux pas m'arrêter par pitié. Ce sont des soldats. Leur travail est de mourir si c'est nécessaire pour la victoire. Myitkyina sera prise, à n'importe quel prix. L'aérodrome n'est qu'un début. J'ai besoin de la ville. Stilwell était obsédé par cet objectif. Myitkyina était sa croisade personnelle, et les maraudeurs étaient son bélier. Il avait défoncé les portes avec ce bélier, et maintenant, peu lui importait que le bélier se soit brisé en morceaux. Il exigeait que les fragments continuent de se battre. Quand on lui rapporta les pertes monstrueuses et l'épuisement total de l'unité, le fait que sur près de 3000 hommes, il ne restait plus qu'une poignée d'hommes valides, Stilwell prononça une phrase qui est entrée à jamais dans l'histoire. Une phrase qui est devenue l'épitaphe de milliers de ses soldats. Je ne les sortirai de Birmanie que morts. Pour les soldats qui entendirent ce nouvel ordre, ce fut le moment de vérité. Le moment où leur dernière illusion s'effondra. La promesse de les ramener à la maison après 3 mois était un mensonge. Leur statut d'élite était un mensonge. On les avait utilisés, pressés jusqu'à la dernière goutte, puis simplement jetés, comme une douille vide. Ils n'étaient pas des héros. Ils étaient du matériel consommable. Un outil à usage unique qui s'était brisé, mais auquel on demandait de continuer à fonctionner. À cet instant, quelque chose se brisa dans leurs âmes. La dernière étincelle d'espoir qui les poussait à avancer disparut. Ils comprirent que personne ne viendrait les sauver, qu'il n'y avait qu'une seule issue à cet enfer, la mort. Ce n'est pas l'ennemi qui les a trahis, c'est leur propre commandement. L'homme qui les avait envoyés ici ne les voyait pas comme des êtres humains, mais comme des chiffres dans un rapport de perte. Et il était prêt à les rayer tous, jusqu'au dernier, pour planter un drapeau sur sa carte. Ils se levèrent, vérifièrent leurs armes, et partirent à l'assaut de la ville. Plus pour la victoire, plus pour la gloire. Ils allaient mourir. Parce qu'on ne leur avait pas laissé d'autre choix. Ils avaient été créés pour des frappes éclairs depuis la jungle, pour des embuscades, pour des contournements, mais on les a jetés dans la plus terrible des boucheries, les combats de position pour une ville. C'était comme essayer de couper de l'acier avec un scalpel. Les Japonais avaient transformé chaque maison de Myitkyina en forteresse, chaque carrefour en zone de mort. Et les maraudeurs, qui n'avaient ni chars ni artillerie, devaient prendre ces forteresses d'assaut, avec leur propre corps. Et les blessés commencèrent à déferler. Pas un mince filet, comme avant, mais un fleuve de sang. L'hôpital de campagne fut installé en bordure de l'aérodrome conquis. Ce n'était que quelques tentes, constamment sous le feu des mortiers et de l'artillerie. Ici, dans cet enfer au cœur de l'enfer, le docteur George Plain menait sa propre guerre. Lui et sa poignée d'infirmiers ne dormaient plus depuis des jours. Leurs mains étaient couvertes de sang jusqu'aux coudes. Leur visage était gris de fatigue. Je manque de bandages. Je manque de morphine. Je manque de force.
J'ampute la jambe d'un gamin de 19 ans à la lueur d'une lampe de poche, pendant qu'un infirmier essaie de le maintenir et que les obus éclatent dehors. Je sais que dès que j'aurai fini, on m'en amènera 3 autres. Ce n'est pas de la médecine, c'est une chaîne de montage de la mort. Autour de la table d'opération, bricolée avec des caisses, gisaient des hommes. Ils étaient par terre, sur des civières, dans la boue. Ils gémissaient, râlaient, appelaient leur mère. Certains restaient silencieux, le regard fixé sur le plafond de toile. L'air était épais, saturé de l'odeur du sang, des antiseptiques et de la mort. Chaque fois qu'un obus explosait à proximité, la tente tremblait, de la terre tombait du plafond et les blessés tressaillaient. Être allongé ici était plus terrifiant qu'au combat. Là-bas, on pouvait faire quelque chose. On pouvait tirer, courir, se cacher. Ici, on était impuissant. On était juste allongé et on attendait. Soit le docteur, qui vous sauverait peut-être la vie en vous prenant une jambe, soit le prochain obus qui mettrait fin à tout d'un seul coup. Le docteur Plein travaillait sans prêter attention aux explosions. Il passait d'un blessé à l'autre, ses décisions étaient rapides et cruelles. Celui-là, morphine et on attend. Celui-ci, des éclats dans le ventre, aucune chance. Celui-là, amputation immédiatement. Il coupait les membres déchiquetés, suturait les plaies béantes, essayant de sauver ceux qui pouvaient encore l'être. Il n'était plus un médecin. Il était un trieur sur la chaîne de la mort, tentant d'arracher au flux quelques pièces encore intactes. La nuit, quand les bombardements cessaient, il sortait de la tente. Autour, à perte de vue, s'étendaient des rangées de corps recouverts de ponchos. Chaque jour, ils étaient plus nombreux. Il regardait ces rangées silencieuses et comprenait qu'il était en train de perdre sa guerre. Il pouvait recoudre leur corps, mais il ne pouvait pas leur rendre leurs âmes qu'ils avaient laissées là-bas, dans les rues de cette maudite ville. Cet hôpital sous le feu était le dernier cercle de l'enfer pour ceux qui avaient déjà traversé tous les autres. En juillet 1944, la 500-307e unité composite avait de facto cessé d'exister. Elle figurait encore dans les rapports d'état-major, mais dans les rues de Myitkyina, elle n'était plus là. En tant qu'unité de combat, elle avait été anéantie, pas par l'ennemi, mais par son propre commandement. Les combats pour la ville étaient désormais menés par des troupes fraîches, arrivées sur l'aérodrome conquis. Des soldats neufs, pleins de force, en uniforme propre. Ils regardèrent la poignée de maraudeurs survivants avec une terreur superstitieuse. On nous a dit qu'ici, il y avait des héros, mais nous, on voit des fantômes. Ils ne parlent pas. Ils fixent un point dans le vide. Ça fait peur de penser à ce qu'ils ont traversé. Et ceux qui avaient survécu ne se battaient plus. Ils attendaient la fin. Assis dans leurs tranchées à la périphérie de la ville, sales, hirsutes, souffrant de maladies, de faim et d'un effondrement psychologique complet. Leur guerre était terminée, mais on ne les laissait pas partir. L'un des derniers maraudeurs encore valide était assis dans son trou de boue et regardait la pluie incessante. Je ne sais même plus pourquoi on se bat. Pour cette ville, pour le général Stilwell, je suis juste assis ici et j'attends que ça se termine. Peu importe comment, une balle, la maladie ou un ordre qui n'arrivera jamais. Ils étaient brisés, physiquement et moralement. La promesse d'évacuation, qui avait d'abord été une lueur d'espoir, puis un symbole de trahison, était maintenant devenue une blague cruelle et moqueuse. Ils avaient perdu la foi, en leur commandement, en la victoire, en la vie même. Le caporal Herman Pooler, l'un des rares à pouvoir encore formuler des pensées cohérentes, tenta de décrire cela dans une lettre à sa famille. Ce ne sont pas juste des arbres et des lianes, c'est un enfer vert qui essaie de te dévorer. Il s'accroche à tes vêtements, boit ta sueur, infecte ton sang et te rend fou. Il a dévoré presque tous mes amis. Et bientôt, il me dévorera. L'unité, qui avait commencé sa campagne avec près de 3000 des meilleurs volontaires d'Amérique, avait fondu. À la fin des combats pour Myitkyina, il ne restait plus que 130 hommes capables de tenir une arme, 130 sur 3000. Les autres avaient été tués, blessés ou évacués pour cause de paludisme, de dysenterie, de typhus et d'épuisement au combat. Chacun de ces 130 hommes était le dernier soldat, le dernier représentant de sa section, de sa compagnie, de son bataillon. Il portait en lui le souvenir de centaines de camarades tombés au combat. Il était un monument vivant au plus grand des exploits et à la plus grande des trahisons. Il était assis dans son trou, regardait la pluie et attendait. Mais la guerre ne le lâchait pas, elle était déjà en lui.
et elle y est restée pour toujours. Le 10 août 1944, une semaine après la chute finale de Myitkyina, le dernier ordre tomba. Pas un ordre d'évacuation, pas un ordre de décoration, un ordre de dissolution. Dans le langage aride de la bureaucratie militaire, cela semblait simple. L'unité a accompli sa mission et a subi des pertes inacceptables. Du point de vue de l'efficacité, elle n'existe plus. Dissoudre, réaffecter le personnel, classer l'affaire. Pour les maraudeurs survivants, ce fut le coup de grâce. On les avait simplement effacés. Personne n'a dit merci. Personne ne les a rassemblés une dernière fois pour leur serrer la main. On ne les a pas renvoyés chez eux, comme promis. On ne les a même pas envoyés à l'arrière pour se reposer. Les survivants, environ 200 hommes, y compris ceux sortis des hôpitaux, furent simplement mélangés aux nouvelles recrues du 475e régiment d'infanterie, comme s'ils n'avaient jamais existé. Le colonel Charles Hunter, leur dernier commandant, regardait ces hommes, ces guerriers brisés et malades, être brassés avec des genoux aux joues roses, fraîchement débarqués des États-Unis. Il regardait disparaître leur fraternité unique, forgée dans l'enfer de la jungle. À cet instant, il comprit que leur exploit serait enterré. Enterré dans les archives, sous le sceau du secret. Enterré dans les tombes anonymes de Birmanie. Enterré dans les âmes brisées des survivants. Pas de parade, pas de gros titres dans les journaux, pas de reconnaissance. Ils avaient été créés comme une unité provisoire. Et quand leur temps fut écoulé, on les a simplement effacés, comme si 3000 hommes n'avaient pas traversé 1000 miles d'enfer, comme s'ils n'avaient pas accompli l'impossible, comme si des centaines d'entre eux n'avaient pas donné leur vie pour ce maudit aérodrome. Dans l'histoire officielle de la guerre, leur mission fut qualifiée de succès retentissant. Ils ont ouvert la voie à la construction de la route de l'Edo. Ils ont sécurisé le couloir aérien vers la Chine. Ils ont rempli leur objectif stratégique. Le prix de ce succès n'était pas mentionné dans le rapport. Le soldat qui rêvait de rentrer en héros n'était plus qu'un simple fantassin anonyme dans un nouveau régiment. On lui a demandé où il avait combattu avant. Il a répondu « dans le 5307e ». La nouvelle recrue haussa les épaules, perplexe. Il n'avait jamais entendu parler d'une telle unité. Et à cet instant, le maraudeur comprit que sa guerre n'était pas terminée. Elle était simplement devenue invisible. Il en était revenu, mais son exploit était resté là-bas, dans la jungle, dissous et oublié. La guerre était finie. Le monde célébrait la victoire. Mais pour les maraudeurs survivants, elle ne s'est jamais terminée. Ils sont rentrés chez eux, mais ils ont ramené la jungle avec eux. Elle vivait dans leur sang, dans leurs rêves, dans leurs âmes. Leur corps était détruit. Le paludisme chronique provoquait des accès de fièvre jusqu'à la fin de leurs jours. La dysenterie amibienne avait laissé des cicatrices sur leurs organes internes. Leur système nerveux était épuisé jusqu'à la corde. Mais le plus terrible, c'étaient les blessures invisibles, ce que l'on appellerait plus tard le trouble de stress post-traumatique. Des cauchemars nocturnes où ils revivaient encore et encore la colline aux asticots ou l'assaut de Myitkyina. Des accès de colère. L'incapacité de se trouver dans une foule, un sentiment d'aliénation face à un monde qui ne pouvait pas comprendre ce qu'ils avaient traversé. La société voulait aller de l'avant, bâtir une vie paisible, oublier les horreurs de la guerre. Personne ne voulait écouter leurs histoires. Pourquoi remuer le passé? Pourquoi se souvenir d'une histoire tragique parmi des milliers? Vous êtes en vie, réjouissez-vous. Mais un homme ne pouvait pas se réjouir et ne pouvait pas oublier. Le colonel Charles Hunter, leur dernier commandant. Ayant survécu à la Birmanie, il entama sa seconde guerre. Une guerre contre l'indifférence, contre l'oubli. Une guerre pour l'honneur de ses soldats. Il écrivait des lettres au Congrès, au département de l'armée, au président. Il exigeait la reconnaissance. Il exigeait que le pays connaisse la vérité. Dans ses mémoires, qu'il intitula sobrement « Galahad », il décrivit sans pitié tout ce qui s'était passé. Il n'épargna personne, surtout pas le général Stilwell. Ils nous ont utilisés, écrivait-il sans cesse. Ils nous ont pressés jusqu'à la dernière goutte, puis ils nous ont simplement jetés. Nous étions considérés comme du matériel consommable. Sa voix était celle de la conscience. Il n'eut de cesse qu'il n'obtienne gain de cause. Grâce à ses efforts, l'unité fut récompensée par la Presidential Unit Citation, la plus haute distinction collective qu'une unité militaire puisse recevoir. C'était une petite victoire,
Mais pour beaucoup, elle était insuffisante. Les années passaient, les survivants vieillissaient, ils élevaient des enfants, travaillaient dans des usines et des bureaux, essayant de vivre une vie normale. Mais chaque nuit, dans le silence, ils retournaient en Birmanie. Ils entendaient les cris des blessés, sentaient l'odeur des feuilles en décomposition, et se posaient encore et toujours la même question. Pourquoi nous a-t-on trahis? Leur guerre d'après-guerre fut silencieuse, solitaire, sans tir ni ordre. C'était une lutte pour que leur sacrifice ne soit pas vain, une lutte pour que leur histoire ne soit pas effacée des pages des livres. Charles Hunter mena ce combat jusqu'à sa mort en 1991. Il ne vécut pas assez longtemps pour voir le jour où son pays reconnaîtrait enfin pleinement ce que ces hommes avaient accompli. Mais il avait allumé un feu qui ne pouvait plus s'éteindre. Année 2020. 76 ans ont passé. Presque toute une vie. Le monde a changé au point d'être méconnaissable. Presque tous ceux qui se souvenaient de cette guerre ont disparu. Les généraux, les politiciens, les journalistes sont morts. Presque tous ceux qui s'étaient un jour appelés les maraudeurs de Merrill sont morts. Mais l'histoire qu'on avait tenté d'enterrer dans les archives s'est révélée plus forte que l'oubli. Elle s'est transmise de bouche à oreille, de pères en fils, des vétérans aux historiens. Et un jour, elle a atteint les murs du Congrès des États-Unis. Et c'est alors, au crépuscule de leur longue et difficile vie, que la reconnaissance est arrivée. La plus haute reconnaissance qu'un pays puisse offrir. La médaille d'or du Congrès, une récompense décernée à George Washington, Nelson Mandela et Mère Teresa. Maintenant, on la leur remettait. Aux fantômes de la jungle, la cérémonie fut sobre, sans faste. Dans la salle, il y avait les descendants, les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de ceux qui n'avaient pas survécu. Et eux. Quelques vieillards en fauteuil roulant. Ils approchèrent les 100 ans, leurs mains tremblaient, leur ouïe les trahissait. Mais leurs yeux, dans leurs yeux, l'espace d'un instant, la même flamme s'est ravivée. L'un des derniers vétérans, un vieil homme voûté, tenait dans ses mains un lourd disque d'or, la plus haute distinction civile du pays pour lequel il avait combattu en enfer à l'âge de 20 ans. Il regardait la médaille et ses lèvres murmuraient « Trop tard pour la plupart des gars, mais c'est bien que le pays se soit enfin souvenu. Nous avons fait ce que nous devions faire. Nous avons juste fait notre travail. » Pour les descendants qui recevaient la médaille au nom de leur père et grand-père, ce n'était pas juste un morceau de métal. C'était la justice restaurée. C'était la reconnaissance officielle que leur sacrifice n'avait pas été vain, que leur souffrance n'avait pas été oubliée. C'était une justice qui avait mis près de 80 ans à leur parvenir. On les avait créés comme une arme à usage unique, destinée à se consumer sans laisser de traces. Mais leur endurance s'est avérée plus solide que l'acier. Leur exploit a survécu à leur traître, et l'or qu'ils ont reçu au crépuscule de leur vie n'était pas une récompense. C'étaient des excuses, les excuses d'une nation à 3000 de ses meilleurs fils qu'elle avait un jour envoyés mourir de sang-froid. Leur histoire n'est pas une simple leçon de tactique, c'est un rappel éternel du véritable prix de la victoire et du fait que même la plus cynique des trahisons ne peut étouffer la vérité à jamais. Année 1944. Birmanie. Le général de brigade Frank Merrill est penché sur une carte, une tache verte et informe de jungle, striée par les fins filaments des rivières. Il connaît cette terre, il parle les langues de ses ennemis, et il comprend que les chiffres des rapports d'état-major n'ont rien à voir avec la réalité qui attend ces hommes là-bas, dans cette verdure. Sa mission, exécuter l'ordre avec le moins de pertes possible. Mais dans cette jungle, le concept même de perte minimale sonne comme une mauvaise blague. Pendant ce temps, à des milliers de miles de là, sur tous les fronts du Pacifique et des Caraïbes, une rumeur se propage. Un appel secret. On cherche des volontaires pour une mission dangereuse et risquée. Les exigences sont élevées, uniquement des soldats ayant une expérience du combat. Ceux qui ont déjà combattu à Guadalcanal, en Nouvelle-Guinée, ou qui ont enduré le service éreintant de Panama. Pour des milliers de jeunes hommes, las de la routine de garnison, c'était une chance. La chance de s'extirper du bourbier de la guerre de position. La chance de rejoindre l'élite, de faire ses preuves, de faire partie de quelque chose de grand. C'était l'occasion de finir la guerre rapidement et de rentrer à la maison en héros.
C'est exactement ce qu'on leur a promis. La promesse était simple et séduisante, comme un pacte avec le diable. Seulement 3 mois. 90 jours derrière les lignes ennemies, accomplir la mission et puis retour à la maison. Aux draps propres, aux repas chauds et aux femmes. 3 mois d'enfer en échange d'une gloire éternelle. L'affaire semblait plus que rentable. Sur le papier, dans les rapports secrets, cette opération paraissait impeccable. Projet au nom de code Galahad. Le commandement à Washington y voyait un brillant exemple de la nouvelle doctrine américaine. Nous créons l'instrument chirurgical parfait, une unité légère, mobile, capable de porter des frappes précises et mortelles au cœur même de la défense ennemie. Pas d'artillerie lourde, pas de chars, juste des hommes, des mules et des radios les reliant au ciel, d'où viendrait tout le nécessaire. Ils seraient des fantômes, des vengeurs insaisissables, surgissant de nulle part pour disparaître aussitôt. Les meilleurs ont répondu à l'appel. 2997 officiers et soldats. Ce n'étaient pas des bleus. C'étaient des vétérans endurcis, qui connaissaient déjà le goût du sang et l'amertume des pertes. Ils pensaient savoir dans quoi ils s'engageaient. Ils avaient tort. Aucun combat passé ne les avait préparés à ce qui les attendait. Ils ne savaient pas encore que dans les plans de l'état-major, leur unité portait la mention « provisoire ». Ils ne savaient pas que leur doctrine d'emploi était copiée sur celle des Shindy britanniques, des unités considérées comme jetables, et ils ne se doutaient pas que la promesse de les renvoyer chez eux au bout de 3 mois n'était qu'un outil de recrutement. Un calcul cynique, destiné à rassembler 3000 vies pour l'accomplissement d'une seule et unique tâche. Leur véritable mission n'était pas de vaincre. Leur mission était de se consumer entièrement pour ouvrir la voie. Devenir le bélier qui briserait la défense japonaise pour ensuite être réformé et oublié. En août 1943, l'Amérique créait une arme parfaite, mais personne n'avait dit aux soldats qu'après un unique tir, cette arme serait jetée. Le 24 février 1944, ils firent leur premier pas de l'Inde vers la Birmanie. Un pas sur la route de l'Edo, une cicatrice de boue et de pierre taillée à travers une jungle impénétrable. Avec ce pas, la bravade prit fin, et l'enfer commença. Le premier ennemi qu'ils affrontèrent ne fut pas les Japonais. Ce fut l'air lui-même. Épais, lourd, saturé d'humidité, il collait à la peau, s'engouffrait dans les poumons et transformait chaque respiration en un effort. Puis, il y eut la terre. Une boue tenace, infranchissable, qui aspirait les bottes et épuisait les forces. Ils avançaient en un serpent sans fin, 3000 hommes et 700 mulets gravissant les pentes des montagnes que les locaux appelaient la crête des squelettes. Un soldat qui avait grandi à Brooklyn ou à Chicago était prêt pour le combat. Il était prêt à tirer, à affronter un ennemi en uniforme, au fracas de l'artillerie. Mais il n'était pas préparé à ce que la terre elle-même essaie de le tuer à chaque heure, à chaque minute. Les vêtements ne séchaient jamais, la peau dessous macérait. Pourrissait sur pied, chaque nuit les sangsues. Elles étaient partout, dans les bottes, sous les vêtements, dans les sacs de couchage. Elles tombaient des arbres comme la pluie. Tu en enlevais une dizaine de sur toi, et 1 heure plus tard, il y en avait des centaines à leur place. Mais on les observait. En silence. Sans un bruit. Des éclaireurs de la tribu des Kachin, qui haïssant les Japonais, glissaient à travers les fourrés comme des ombres. Ils regardaient ces Américains grands, forts, bien armés, et voyaient en eux des enfants bruyants, maladroits, condamnés à mort. Ils laissaient une trace derrière eux, comme un troupeau de bisons. Ils tombaient malades à cause de l'eau que les Kachin buvaient depuis toujours. Ils mouraient de piqûres d'insectes que les Kachin ignoraient. Un des guides dira plus tard, « Ces Américains sont forts, mais ils ne connaissent pas la jungle. Sans nous, ce sont des enfants aveugles marchant vers une mort certaine. » Très vite, un second ennemi, bien plus terrible, fit son apparition. Un ennemi invisible. Comme le rappellera plus tard le soldat Robert Passett, l'ennemi n'était pas seulement devant nous. L'ennemi était dans l'eau que nous buvions, dans les moustiques qui nous piquaient, dans notre propre sang. La dysenterie amibienne. Elle fauchait les hommes par bataillons entiers. Des vétérans endurcis, qui avaient traversé le feu et les épreuves, se tordaient au sol, pleurant à cause d'insupportables spasmes abdominaux. C'était une humiliation qui brisait plus sûrement qu'une balle.
Puis vint le paludisme. La fièvre les jetait d'une chaleur torride à des frissons glacials. Les hommes déliraient, parlaient aux morts, perdaient la raison. Les rations de combat, K-rations, conçues pour des opérations de courte durée, ne compensaient pas les calories brûlées dans cet enfer. Les hommes se mirent à fondre à vue d'œil. Leurs visages se creusèrent, leurs pommettes devinrent saillantes. Dans leurs yeux apparut ce fameux regard vide des 1000 yards, celui des hommes qui ont regardé par-delà l'abîme. L'enthousiasme des premiers jours s'était évaporé. Il avait été remplacé par une lutte silencieuse et animale pour la survie. Chaque pas était une victoire, chaque jour vécu, un miracle. La promesse de rentrer à la maison dans 3 mois semblait maintenant une mauvaise blague, un délire d'une autre vie depuis longtemps oublié. Ils s'enfonçaient au cœur de la Birmanie pour chasser les fantômes de la 18e division japonaise. Mais ils ne remarquaient pas qu'ils se transformaient eux-mêmes en fantômes. Les fantômes de la jungle qui dévoraient leur corps et leur âme bien avant le premier coup de feu. Mars 1944, la région de Walaoboum. Ils n'étaient plus de simples survivants errant dans la boue. Ils étaient des chasseurs. Les maladies et la faim avaient spurgé d'eux tout le superflu, ne laissant que des instincts aiguisés et une rage froide. Devant eux, enlisée dans les combats, la 38e division chinoise se vidait de son sang. La 18e division japonaise, des vétérans endurcis, se préparait à refermer la nasse. L'ordre fut donné aux maraudeurs, sauver les Chinois, frapper là où personne ne s'y attend. Pour l'officier des maraudeurs, qui étudiait la carte, le plan était audacieux et élégant. Une attaque frontale aurait été un suicide. Ils n'avaient ni artillerie, ni supériorité numérique. Mais ils avaient quelque chose que les Japonais n'avaient pas. Ils étaient des fantômes. Et les fantômes ne frappent pas à la grande porte. La tactique était simple et mortelle. Elle s'appelait la nasse du point de blocage. Le 2e bataillon devait accomplir l'impensable, contourner les positions japonaises à travers une jungle jugée absolument infranchissable et couper leur ligne de ravitaillement loin derrière leur ligne. Dès que les Japonais enverrèrent des renforts pour briser le blocus, le 1er et le 3e bataillon frapperaient sur les flancs, créant une nasse de feu parfaite. Un piège sans issue, de nuit. Dans un silence total. Ils glissaient à travers les fourrés comme des serpents. Chaque pas était calculé, chaque son maîtrisé. On muselait les mulets pour qu'ils ne trahissent pas l'unité par un braiement accidentel. Ils se postèrent des 2 côtés de la route, devenant une partie du paysage, le prolongement de cette terre humide et putride. Et ils se mirent à attendre. Pour le commandant japonais sur la route, ce fut la fin du monde. Ses soldats avançaient sur l'unique artère qui ravitaillait le front, convaincus de la sécurité de leurs arrières. En un instant, cette artère se transforma en enfer. Le feu frappa depuis les flancs. Du mur de verdure qui semblait inhabité, jaillit une rafale de balles provenant de milliers de fusils et de dizaines de mitrailleuses. Ils ne se battaient pas selon les règles. Ils surgissaient de nulle part, frappaient le ravitaillement et disparaissaient. Il était impossible de les encercler, impossible de les rattraper. Ils n'étaient pas des soldats, ils étaient les fantômes de la jungle. Des années plus tard, en analysant la campagne, le général japonais Tanaka Shinichi admettra: leur tactique d'incursion profonde créait une menace constante et nous forçait à détourner des forces considérables du front principal. Sur cette route, c'était le chaos. Les Japonais étaient pris au piège. Ils battaient en retraite et tombaient sur un second barrage. Ils tentaient d'attaquer et se dissolvaient sous le feu nourri d'un ennemi invisible. Pour les Américains, ce fut un triomphe pur et retentissant. L'un des officiers écrira plus tard: « Notre tactique fonctionne. Nous les avons contournés, frappés sur leurs arrières et forcés à fuir. Nous sommes les meilleurs. » Ils avaient sauvé la division chinoise. Ils avaient prouvé que leur doctrine était la bonne. Ils avaient confirmé leur statut d'élite. Mais la victoire était écrite avec du sang. Et lorsque les tirs se turent, vint l'heure des comptes. Des dizaines de tués, des centaines de blessés. Et dans cette jungle, chaque blessé n'est pas seulement un combattant hors de combat. C'est un problème logistique mortel. Pour porter un seul homme sur un brancard improvisé, il fallait 8 soldats valides. La colonne ralentissait, la capacité de combat chutait. Et il n'y avait pas, et il n'y aurait pas, de remplaçants. Ils avaient remporté leur première grande victoire et fait un pas de plus vers leur propre anéantissement.
Ils prouvèrent au commandement qu'ils étaient l'instrument idéal. Un instrument jetable parfait, Enishpum-ga. Ce n'était pas une hauteur stratégique, ni une forteresse, juste une colline sans nom au milieu d'un océan de verdure infini que le commandement avait marqué sur une carte. Pour le 2e bataillon, sous les ordres du lieutenant-colonel William Osborne, cet endroit ne devait être qu'une courte halte. Mais les Japonais avaient appris. Ils avaient cessé de pourchasser des fantômes dans la jungle. Ils se mirent à les attendre au point clé, et le piège se referma. Des forces japonaises supérieures en nombre encerclèrent la colline. Ils ne lancèrent pas d'assaut frontal insensé. Ils prirent position et se mirent à attendre. Attendre que la jungle fasse le travail à leur place. D'abord, l'eau vint à manquer. L'unique ruisseau se retrouva sous le contrôle des mitrailleuses japonaises. Chaque tentative pour l'atteindre se soldait par la mort. Bientôt, les gourdes furent vides, les lèvres se fendillèrent, la langue enfla dans la bouche. Les hommes commencèrent à souffrir de déshydratation, leurs pensées devenaient confuses, leur corps s'affaiblissait. Ils entendaient le murmure de l'eau, si proche, mais elle était aussi inaccessible que la vie. Puis, la morphine commença à s'épuiser. Les blessés gisaient à ciel ouvert, sous une pluie incessante. Il n'y avait pas d'abri. Les infirmiers faisaient ce qu'ils pouvaient, mais sans médicaments, c'était un combat contre des moulins à vent. Et c'est alors que le pire commença. Le climat humide et chaud était un paradis pour les mouches. Elles pondaient leurs œufs dans les plaies des hommes encore en vie. Et les plaies, elles grouillaient de vers blancs et ondulants. Les soldats devenaient fous, essayant de les nettoyer, mais ils revenaient sans cesse. Très vite, cette colline sans nom reçut le sien. Les soldats l'appelèrent la colline aux asticots. Pour le maraudeur encerclé, le monde s'était rétréci à ce lopin de terre boueux. Nous sommes en enfer. Il n'y a pas d'eau, pas de nourriture. Les blessés ne crient pas, ils gémissent, et ce son ne s'arrête jamais. Dieu nous a abandonnés. C'est la fin. De l'autre côté, dans leurs tranchées, le soldat japonais regardait la colline et ne pouvait comprendre. Ils sont condamnés. Ils ne peuvent avoir ni nourriture, ni eau. Leurs pertes doivent être monstrueuses. Mais chaque fois que nous lançons un assaut, ils se battent comme des démons. Leur ténacité est contre nature. Elle inspire à la fois le respect et la haine. Ils auraient dû mourir il y a plusieurs jours, mais ils continuent de tirer. Lorsque les dernières rations de combat furent épuisées, le lieutenant-colonel Osborne donna l'ordre le plus terrible. D'abord, ils abattirent leurs mulets. Ces mêmes bêtes qui avaient porté leurs armes, leurs radios, leur espoir. Ils les tuèrent pour qu'ils ne tombent pas aux mains de l'ennemi. Et puis la faim les força à retourner vers les carcasses. Ils coupèrent des morceaux de chair de leurs compagnons de route à 4 pattes et la mangèrent crue. Ils mangèrent les animaux qui les avaient amenés ici, dans cet enfer. Ce fut le moment où ils cessèrent d'être une armée. Ils devinrent une meute. Ils tinrent 12 jours. 12 jours et 12 nuits dans un enfer personnel. Le lieutenant-colonel Osborne fut tué par un éclat de mortier. Le commandant était tombé. L'espoir était mort avec lui. Mais ils continuèrent à se battre, plus pour un ordre ni pour leur pays. Simplement par un entêtement primitif, par haine. Lorsque les autres bataillons parvinrent enfin à briser l'encerclement, ils ne trouvèrent pas des vainqueurs. Ils trouvèrent des squelettes recouverts de peau avec des yeux de fous. La colline avait été reprise, mais les âmes de ceux qui y ont survécu sont restées là pour toujours, dans la terre en décomposition, parmi les ossements des mulets et les gémissements incessants des mourants. Dans cet enfer de verdure, où le courage avait perdu sa valeur et où l'endurance était devenue monnaie courante, la guerre exigeait quelque chose de plus. Elle exigeait un génie asymétrique, une ruse qui l'emporterait sur le nombre et la puissance de feu. Et cette arme fut trouvée à l'endroit le plus inattendu. Il s'appelait Roy Matsumoto. Le sergent Roy Matsumoto était américain, mais son visage était celui de l'ennemi. Il était un Nisei, un Américain de 2e génération dont les parents avaient émigré du Japon. Pendant qu'il enfonçait ses bottes militaires dans la boue de Birmanie, sa famille, ses parents, ses frères et sœurs étaient détenus derrière les barbelés d'un camp d'internement en Arkansas. Son pays ne lui faisait pas confiance, mais ici, derrière les lignes ennemies, il était son arme la plus précieuse.
La nuit, lorsque la jungle plongeait dans une obscurité impénétrable, remplie de murmures et de craquements, Matsumoto partait mener sa guerre personnelle. Il laissait son fusil. Son arme, c'était sa voix. Silencieux comme une ombre, il rampait jusqu'aux positions japonaises. Assez près pour entendre leur respiration, pour sentir l'odeur de leurs cigarettes. Il restait couché dans la boue pendant des heures à écouter. Il s'imprégnait de leur dialecte, de leur façon de donner des ordres, des noms de leurs officiers. Il devenait l'un d'entre eux. Et quand le moment était venu, il frappait. Dans une tranchée, un soldat japonais, scrutant nerveusement l'obscurité, entendait soudain la voix familière et autoritaire de son commandant. « Feu à droite, changez de position, attaque de flanc !» Les soldats obéissaient. Ils ouvraient un feu nourri sur une parcelle vide de la jungle, révélant leur position exacte. Et un instant plus tard, l'enfer s'abattait sur eux, un tir de mortier précis des Américains, guidé par Matsumoto. Ailleurs, juste avant une attaque, alors que les nerfs étaient tendus à se rompre, un cri s'élevait des ténèbres. « Retraite! Retraite! On est encerclés! » La panique s'installait. Les soldats abandonnaient leur position, brisant les rangs. L'attaque était avortée avant même d'avoir commencé. Au quartier général, un officier japonais entrait dans une rage folle. Qui a donné cet ordre? Que se passe-t-il? Y a-t-il un traître parmi nous? Où sont-ce les esprits de la jungle qui nous rendent fous? Ce n'étaient pas des esprits, c'était un seul homme. Un homme qui devait en faire 2 fois plus qu'un soldat ordinaire pour prouver sa loyauté aux États-Unis. Ma langue est une arme, au même titre que mon fusil, pensait-il, plaqué au sol. Chaque plan ennemi déjoué, chaque camarade sauvé, c'est ma réponse à cette injustice. Une réponse à ceux qui détiennent ma famille dans un camp. Ses exploits confinaient au fantastique. Il s'infiltrait seul dans les camps ennemis, écoutait les conversations et revenait avec des informations d'une valeur inestimable. Il était les yeux et les oreilles de toute l'unité. Sa voix basse, dans l'obscurité, a sauvé des centaines de vies, semant le chaos et la méfiance dans les rangs d'un ennemi qui commençait à craindre non seulement les balles américaines, mais aussi ses propres ombres. Dans cette guerre de survie, l'ingéniosité d'un seul homme, mû par une profonde douleur personnelle, est devenue la clé qui, plus d'une fois, a ouvert la porte de la victoire là où seule la mort semblait encore possible. Quand les survivants du siège de Mpomga sont descendus de la colline des Verts, ils n'étaient plus les mêmes hommes. Le vide dans leurs yeux était plus profond que n'importe quelle blessure. Ils avaient survécu, mais quelque chose d'important, quelque chose d'humain, ils l'avaient laissé là-haut, sur cette maudite colline, au milieu des ossements de mules et des corps en décomposition. Cette descente n'était pas un simple retour, c'était une transformation. Le capitaine Charlton Ogburn, un officier intellectuel, observa ces hommes et prit conscience de ce changement avec horreur. Il les regardait et ne les reconnaissait pas. La discipline du règlement avait disparu. L'école propre et les sourires vaillants avaient disparu. Même les derniers vestiges de civilisation avaient disparu. Quelque chose de primitif les avait remplacés, quelque chose d'ancestral. Ils ressemblaient à des épouvantails, vêtus de haillons déchirés. Sales, crasseux, avec de longues barbes emmêlées. Leur peau était jaune à cause de l'atabrine, le médicament contre le paludisme. Dans leurs yeux brûlait une lueur fiévreuse, malsaine. Ils se déplaçaient lentement, économisant chaque gramme d'énergie, mais à la moindre menace, leur réaction était foudroyante, animale. « Je regarde mes hommes », écrivait Ogburn, « et je comprends. Nous n'étions plus des soldats de l'armée américaine. Nous étions une tribu primitive, survivant dans ce monde primitif. Notre unique but était devenu la survie, notre unique loi, la loi de la meute. » Ils avaient cessé de parler de chez eux, des filles, de l'avenir. Les conversations étaient devenues brèves, fonctionnelles. Munitions. Eau. Ennemis. Ils mangeaient en silence, avec avidité, comme des bêtes, craignant qu'on leur vole leur maigre ration. Ils avaient appris à dormir en marchant, la main posée sur l'épaule de celui qui précédait. Ils étaient devenus un seul organisme souffrant, mu par un seul instinct, avancer. Les infirmiers des hôpitaux de l'arrière, où l'on amenait parfois les maraudeurs blessés, disaient qu'on reconnaissait ces soldats au premier coup d'œil. Ils ne ressemblaient pas aux autres blessés. Ils ne se plaignaient pas, ne criaient pas. Ils étaient silencieux, regardant à travers vous, comme si vous n'existiez pas,
Leurs blessures étaient horribles, mais le plus effrayant, c'étaient leurs yeux vides, consumés. Il n'y avait rien en eux, ni peur, ni douleur, ni espoir. Seulement une fatigue infinie, dévorante. Le capitaine Ogburn, diplômé de Harvard, qui voyait dans la guerre une mission tragique mais noble, observait cette transformation avec une horreur glaciale. Il comprenait que la jungle était en train de gagner. Elle ne se contentait pas de tuer leur corps. Elle effaçait leur personnalité, leur culture, leur être même. Elle transformait les soldats d'une armée de libération en sauvages, en rien différent de l'ennemi qu'ils étaient venus combattre. Cette guerre n'était pas seulement pour un territoire, c'était une guerre pour le droit de rester humain, et ils étaient en train de la perdre. Dans ce royaume de désespoir, où une mort par balle était considérée comme douce, le pire des destins était d'être blessé. La balle ne tuait pas sur le coup. Elle faisait de vous un fardeau, un poids mort qui ralentissait tout le monde. On vous plaçait sur une civière improvisée en bambou et on vous portait. 8, voire 12 soldats valides, désespérément nécessaires au combat, se transformaient en porteurs. Et vous étiez là, couchés, secoués à chaque pas, fixant un ciel gris et indifférent, sachant que vos chances s'amenuisaient d'heure en heure. Vous saviez que si l'unité tombait dans une embuscade, on vous abandonnerait très probablement, pas par cruauté, par nécessité. Et puis, alors que vous aviez déjà fait vos adieux à la vie, que la fièvre de l'infection mêlait la réalité au délire, vous l'entendiez. D'abord, un vrombissement à peine perceptible. Une vibration dans l'air. Vous pensiez que c'était la fièvre. Mais le son devenait plus fort, plus insistant. Il perçait le voile de verdure de la jungle. C'était le bruit d'un moteur. Pour un maraudeur blessé, couché dans la boue, ce son était la voix de Dieu. Il se forçait à se soulever sur les coudes pour scruter le ciel. Et il apparaissait. Pas le géant de transport C-47 qui larguait des provisions d'une altitude sûre, mais un petit monomoteur. Une frêle libellule, un L-5 Sentinelle. Pour un pilote du premier groupe de commando de l'air de Philip Cochrane, c'était la routine. Une routine mortelle. La piste d'atterrissage était n'importe quelle parcelle de boue défrichée par les soldats dans la jungle. Une piste à peine plus longue que l'avion lui-même, jonchée de souches et de cratères de mines. Chaque atterrissage était un risque. Chaque atterrissage pouvait être le dernier. Les snipers japonais n'attendaient que ce moment. Mais quand vous voyez leur visage, se souvenait un pilote, quand vous sortez de cette boue, un type qui a déjà fait ses adieux à la vie, vous comprenez que votre travail est le seul miracle de cette guerre. Et là, le soldat blessé, qui pensait mourir ici, dans cette boue, voyait ce miracle atterrir juste devant lui. L'atterrissage était brutal. Une secousse. La porte s'est ouverte et il a vu un visage. Le visage d'un Américain. Pas émacié, pas couvert d'ulcères, propre. C'était le visage d'un autre monde. On le transférait dans la cabine exiguë. Et à cet instant, la douleur passait au second plan. Un pilote s'en est souvenu toute sa vie. On m'a amené un gars qui n'avait plus de jambes et il essayait de sourire en disant « merci ». Ça valait la peine de prendre le risque. L'avion prenait son élan sur la courte piste, s'arrachant à peine du sol, frôlant la cime des arbres. Et en bas, sous l'aile, l'enfer de verdure qui venait de manquer de vous dévorer se transformait en une simple carte verte. Et vous saviez que vous vous en étiez sorti. Vous voliez vers la vie. Ces hommes n'étaient pas de simples pilotes. Ils étaient le seul fil qui reliait cette tribu oubliée dans la jungle au monde d'où elle venait. Ils étaient le seul espoir qui descendait du ciel. Ils étaient des anges sur une piste d'atterrissage. Mai 1944. Le bout du chemin. L'objectif pour lequel ils avaient été jetés dans cet enfer était proche. L'aérodrome de Myitkyina. Le seul aérodrome praticable par tous les temps dans toute la Birmanie du Nord. La clé de la victoire. Et pour le prendre, il leur faudrait un dernier effort surhumain. Une marche forcée de 100 km à travers les monts Kumon. Par des sentiers que même les locaux considéraient comme impraticables. Ce n'était plus une marche de soldats. C'était une procession de morts vivants. Le combattant marchant dans la colonne ne se souvenait plus du jour de la semaine. Il ne se souvenait plus des 3 derniers jours. Ses jambes avançaient d'elles-mêmes, automatiquement, gauche, droite, gauche, droite. Son regard était fixé sur le dos du gars devant lui.
Une vareuse déchirée et sale, les bretelles d'un sac à dos. C'était là tout son univers. Sa seule pensée était de ne pas prendre de retard, de ne pas tomber. Car celui qui tombait restait là. Leur corps était à la limite. La dysenterie amibienne avait transformé leurs entrailles en une bouillie sanglante. Tous les quelques centaines de mètres, la colonne s'arrêtait et les soldats s'effondraient au sol, impuissants. Le typhus et le paludisme provoquaient des accès de fièvre. Les hommes marchaient, secoués de frissons, avec une température frôlant les 40 degrés. Leur esprit fondait. Ils déliraient en marchant, parlaient à des ombres, voyaient les fantômes de leurs camarades tomber au combat. Ils ne sentaient plus ni la faim ni la soif. Seulement une douleur sourde et infinie dans tout le corps et une apathie dévorante. Ils marchaient en chancelant de faiblesse. Leurs yeux, profondément enfoncés dans leurs orbites, brûlaient d'un feu malsain. La seule chose qui les faisait encore avancer, c'était l'ordre et une promesse. La promesse qu'après Myitkyina, tout serait terminé. Qu'on les ramènerait à la maison. Dans son journal, retrouvé plus tard, un soldat japonais les décrira ainsi. Encore une attaque des Américains. Ils avancent, même quand nous les fauchons à la mitrailleuse. Ils ne crient pas « Banzai ». Ils sont silencieux, et c'est le plus effrayant. Leurs visages sont décharnés, leurs yeux brûlent. Ils ressemblent à des démons affamés. Ils traversaient à gué des rivières de montagnes glaciales, tenant leurs fusils au-dessus de leur tête. L'eau lavait la boue de leur corps, mais ne pouvait effacer leur fatigue. Ils grimpaient des pentes abruptes et glissantes, s'accrochant aux racines des arbres, tombant et se relevant encore. Ils abandonnèrent tout ce qui n'était pas vital, les munitions superflues, les rations de survie, même les couvertures. Le poids était l'ennemi. Le 17 mai 1944, ils atteignirent les abords de l'aérodrome. Ils l'avaient fait. Ils avaient traversé les montagnes, la maladie, leur propre mort. Ils se tenaient au seuil de leur objectif. Une poignée de va-nu-pieds vacillant dans le vent, des morts vivants prêts pour l'assaut final. Ce qui se passerait ensuite n'avait plus d'importance. La seule chose qui comptait, c'était d'arriver au bout. Et ils y étaient arrivés. Le 17 mai 1944, l'aube sur Myitkyina. Pour la garnison japonaise qui gardait l'aérodrome, c'était un matin ordinaire. Ils savaient que les Américains étaient quelque part dans la jungle, mais les monts Kumon étaient considérés comme une barrière infranchissable. Une attaque venant de cette direction était impossible. C'était un axiome de la science militaire. Mais les maraudeurs ne lisaient pas les manuels. L'attaque commença sans préparation d'artillerie, sans le rugissement des chars. Elle commença par un silence qui explosa soudain en un déluge de feu. De la jungle, d'une direction d'où personne n'aurait pu venir, ils déferlèrent. Les morts vivants. Pour le commandement japonais, ce fut un échec tactique. Incroyable, inexplicable. Une attaque soudaine depuis une direction jugée infranchissable. La garnison fut prise par surprise. L'ennemi agissait avec une détermination fanatique. Ce n'était pas de la détermination. C'était le dernier effort d'un organisme mourant. Les soldats qui tenaient à peine debout trouvèrent la force de courir. Ils ne criaient pas, ils râlaient, ils tiraient en courant, changeant de chargeur avec des mains tremblantes. Ils tombaient, se relevaient et couraient à nouveau. C'était l'attaque d'hommes qui n'avaient plus rien à perdre, absolument rien. Le combat fut bref et féroce. La garnison, stupéfaite, ne parvint pas à organiser une défense en bonne et due forme. Ils ripostèrent, battirent en retraite, et en quelques heures, tout était terminé. Un maraudeur survivant, debout au milieu de la piste de décollage, n'en croyait pas ses yeux. Autour de lui gisaient les corps des ennemis. Le matériel brûlait. Et le silence. Un silence insoutenable, assourdissant après le combat. On l'a fait. On a pris ce putain d'aérodrome. Maintenant, tout va s'arrêter. Maintenant, on va nous ramener à la maison. On a gagné. Le colonel Charles Hunter, qui avait pris le commandement après l'évacuation de Merrill, se tenait sur cette même piste et regardait ses hommes. Ce qu'il en restait. Une poignée de va-nu-pieds. Leurs visages étaient noirs de poudre et de crasse. Leurs vêtements tombaient en lambeaux. Ils ne se réjouissaient pas, ne s'étreignaient pas. Ils s'asseyaient simplement par terre, là où ils se trouvaient. Certains s'endormaient sur le champ, leurs fusils serrés dans les mains. Hunter voyait qu'il venait d'accomplir un miracle, un exploit impossible, mais il voyait aussi que c'était leur limite.
la dernière goutte de force extraite de leur corps épuisé. Ils avaient exécuté l'ordre. Ils avaient payé cette victoire avec tout ce qu'ils avaient. À cet instant, l'euphorie de la victoire fut de courte durée. Elle fut remplacée par une fatigue lourde, écrasante. Les soldats regardèrent le ciel, attendant de voir les avions de transport qui les sortiraient de cet enfer. Ils attendaient la récompense de leur exploit. Ils attendaient le retour promis à la maison. Ils avaient gagné, mais ils se tenaient au bord de leur propre tombe, et ils ne savaient pas encore que le commandement se préparait déjà à les y pousser. L'histoire des maraudeurs de Merrill n'est pas un récit de victoire, mais une parabole sur son véritable prix. Leur exploit n'est pas seulement un aérodrome conquis, mais la preuve que l'esprit humain peut tout endurer, sauf la trahison de ceux qui l'ont envoyé à la mort. Où se situe la frontière au-delà de laquelle l'exploit d'un soldat devient un simple chiffre dans un rapport et le prix de la victoire trop élevé pour être célébré? Et qui décide quand une vie humaine cesse d'être un monde en soi pour devenir un simple matériel consommable? Leur histoire a été enterrée pendant des décennies. Ne la laissez pas être réduite au silence à nouveau. Partagez vos réflexions en commentaire, car c'est dans ce dialogue que la mémoire survit. Votre soutien, sous forme d'abonnement et de like, nous permettra de continuer à raconter l'histoire de ceux dont on a tenté d'étouffer la voix.